nous allons donc maintenant justement rentrer dans quelles priorités d'action concrète, mais on va d'abord demander aussi à nos amis scientifiques d'aller un petit peu plus loin encore dans le diagnostic, puis ensuite on sera vraiment sur quelles approches concrètes, quelles priorités, et ensuite on ira dans les ateliers, puis comment accélérer. Donc je vais passer la parole tout de suite à Mariam Cissé, qui a gentiment accepté d'animer ce premier panel et qui travaille pour le think tank Wati. Merci beaucoup Bruno et bonjour à tous et à toutes et bonjour aussi aux participants qui sont en train de nous suivre en ligne. Il est un peu compliqué de parler après la brillante introduction du professeur Mbo qui est un peu revenu sur l'objectif du panel qu'on va avoir tout à l'heure. Et donc, c'est avec un immense plaisir que je représente Wati, qui est le think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, qui travaille sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est basé à Dakar. Et donc, nous travaillons sur toutes les questions que nous jugeons être cruciales pour l'avenir des populations, pour l'avenir des communautés en Afrique de l'Ouest, donc notamment le changement climatique et les questions de santé. Et donc, comme le professeur l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui en Afrique, on a des vulnérabilités, des fragilités qui sont en train d'être renforcées et d'être exacerbées par les changements climatiques, avec de grandes conséquences sur le bien-être des populations, sur la santé des populations. Et le premier panel d'aujourd'hui qui a pour thème « Face à l'urgence climatique, quelles priorités pour mieux répondre aux besoins des populations ?» Nous allons essayer de faire un peu un état des lieux de quelle est la situation exacte, quelles sont les interactions entre la santé et le changement climatique, mais aussi essayer de voir quelles sont les approches à développer, quelles seraient les priorités d'action à mettre en œuvre pour réduire un peu ces impacts-là. Et pour nous parler de cela, nous avons des experts que je vais inviter à rejoindre le panel. Nous avons d'abord le docteur Ousmane Ndiaye, qui est le point focal national du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et le directeur d'exploitation de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal. Merci, docteur, d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons également docteur Sorna Thiam, qui est épidémiologiste environnemental, chercheur associé pour le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre africain de recherche sur la population et la santé, où elle dirige la recherche sur la santé environnementale. Merci beaucoup, Dr Thiam, pour votre présence. Nous avons également Monsieur Leblanc Henri, qui est le directeur adjoint de l'Alliance pour l'action médicale internationale, ALIMA, une organisation médicale humanitaire qui est basée à Dakar et qui travaille sur les situations d'urgence de santé depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Leblanc. Et en dernier lieu, nous avons Monsieur le docteur Bra Suleiman, qui est directeur général de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Il est également enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le docteur Bra Suleiman est avec nous en ligne, il est connecté. Merci, docteur, pour votre présence. Donc, avant de commencer le panel, je vais juste rappeler comment est-ce que la discussion sera structurée. Nous allons écouter nos panélistes pendant environ 50 minutes en 2 temps. Nous aurons également une partie qui sera consacrée à la discussion avec les participants qui sont dans cette salle, mais également avec les participants qui sont en ligne, qui auront la possibilité d'intervenir, de poser des questions qui seront relayées aux panélistes. Et en dernier lieu, on aura un dernier tour de conclusion avec les panélistes qui vont pouvoir nous donner leurs recommandations. Nous avons 1h30 pour cette discussion. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on va d'abord écouter le docteur Ousmane Ndiaye, qui va nous parler un peu des scénarios climatiques qui sont en cours en ce moment-là. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat que vous représentez tirait déjà la sonnette d'alarme dans son 6e rapport qui a été publié au mois de mars 2023. Et donc, quels sont les scénarios et les risques climatiques pour les années à venir en Afrique de l'Ouest et du Centre? Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est avec un réel plaisir et privilège d'ailleurs d'être là
pour présenter un peu les travaux du GIEC et d'expliquer un peu les bases, les sous-bassements scientifiques des changements climatiques pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe, ce qui nous arrive, surtout dans un domaine qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest avec nos problèmes de vulnérabilité et tout. C'est toujours difficile, comme il a dit, de parler après Cheikh. Non seulement il a maintenu le, le niveau très haut, et ensuite il m'a envoyé quelques coups bas. Le PowerPoint, sinon, bon. Ah, il n'y a pas PowerPoint. Si. OK, d'accord. Donc, les slides pour un peu aller vite et présenter ce qu'on est en train de faire. Bon. Donc, le changement climatique, quand on parle de changement climatique, le réchauffement climatique, comme on le disait, un des aspects qui me semble le plus important à comprendre, c'est l'effet de serre. C'est vraiment important. Et si on comprend l'effet de serre et ses impacts, je pense qu'on a compris la moitié du problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis la révolution industrielle, l'homme a créé, n'est-ce pas, a commencé à créer des gaz. Avant la révolution industrielle, il n'y avait pas une création de gaz sur le plan artificiel, disons-le ainsi. Donc, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas cette machine-là de James Watt. Et donc, il n'y avait pas de problème. Le système atmosphère-océan était vraiment en équilibre. Maintenant, depuis la révolution industrielle, merci beaucoup. Hop, voilà, depuis la révolution industrielle, on a ajouté beaucoup de gaz à l'atmosphère. Et on doit comprendre le rôle vraiment de l'atmosphère. L'atmosphère, son rôle, c'est de maintenir la température ambiante qu'on a. Aujourd'hui, quand il fait beau, cette température moins de 15 degrés de la Terre est due à l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui permet d'avoir de la vie. L'atmosphère est à l'échelle de l'homme, du moins, par rapport à l'atmosphère, à l'échelle des poissons par rapport à l'eau. Sans atmosphère, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est pour cela qu'on n'entend pas pourquoi allons-nous vivre sur la Lune, qui est très proche d'ailleurs, n'est-ce pas? On va passer de Mars, etc., d'autres planètes qui ont des atmosphères. Donc l'atmosphère est vraiment... Le rôle de l'atmosphère, c'est quoi? C'est que quand le rayonnement solaire entre dans l'atmosphère, c'est presque, comme on dit les scientifiques, transparent, donc ça passe, il n'y a pas de problème. Ça arrive sur la Terre absorbe et ensuite envoie de la chaleur. Heureusement, cette chaleur-là est captée par l'atmosphère. Cette chaleur-là ne pas s'échapper. N'est-ce pas? Ce phénomène-là, n'est-ce pas, de captage ou d'emmagasinement de chaleur qu'on appelle effet de serre. C'est un phénomène donc naturel. Donc, et les gaz qui font ce phénomène-là, on appelle naturellement des gaz à effet de serre. OK? Maintenant, les gaz, donc, sont responsables de retenir la chaleur qui est dégagée par la Terre et qui maintient cette vie-là. Maintenant, quand on augmente les gaz, vous voyez très clairement, quand on augmente les gaz, on augmente la chaleur parce qu'on piège beaucoup plus de chaleur et ainsi de suite. Maintenant, l'homme a créé ce que Cheikh disait tout à l'heure, d'après ces phénomènes, n'est-ce pas, d'après ces actions, a créé beaucoup de gaz, les voitures, les motos, les usines, les avions, etc. Tous sont à des bases de gaz, les trains, etc. Et maintenant, cette production de gaz accélérée depuis la révolution industrielle nous a amené ce problème de surplus de gaz à effet de serre, maintenant qui pose problème. Donc, ce n'est pas l'effet de serre en tant que tel, mais c'est le surplus, c'est l'effet de serre qui est créé par l'homme, qui pose problème. On doit comprendre bien cette dialectique-là. Maintenant, c'est à l'échelle de la voiture. Quand vous garez votre voiture, vous revenez, il fait très chaud à l'intérieur de la voiture. Posez pourquoi? C'est l'effet de serre, exactement ce qui se passe. Le vitre joue le même rôle que l'atmosphère. J'aime bien cette parallélisme. Maintenant, scientifiquement, quand on regarde un peu la production des gaz à effet de serre et la température moyenne de la Terre, on voit que les deux courbes vraiment sont corrélées. On voit bien que l'évolution des courbes, là, en bleu, on voit l'évolution de la température. En blanc, on voit la production de gaz à effet de serre. Depuis la révolution industrielle, regardez les deux courbes. N'est-ce pas? Donc, vraiment, l'assertion est très claire. Maintenant, la production, effectivement, le problème majeur, c'est que pour se développer, on a plus besoin d'usines, on a plus besoin de trains, etc. Et tout cela, il nécessite de l'énergie. Et le problème majeur, c'est l'énergie, la production d'énergie. Et malheureusement, jusqu'à présent, notre production d'énergie est basée à ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Fossile veut dire soit c'est du charbon, soit c'est du gaz, soit c'est du pétrole. Ce qui dégage en fait l'effet de serre. Le contraire, c'est vraiment, n'est-ce pas, l'énergie verte, l'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Donc, si on regarde les pays qui produisent, regardez très bien, tous les pays développés, les pays qui ont vraiment une industrie très, très développée, c'est les pays qui produisent le plus. Regardez, les 10 pays développés produisent après 68,9%. Et l'Afrique toute entière, l'Afrique du Sud compris, l'Algérie, l'Égypte, produit moins de 4%. Et vous voyez un peu maintenant ce problème-là. Donc, nous ne sommes pas à cause des changements climatiques, mais aujourd'hui, on en souffre beaucoup plus. Donc, il y a une certaine rétablissement à faire. On en a parlé, le rapport du GIEC. Effectivement, l'Organisation mondiale de la météo et le programme des Nations Unies sur l'environnement, PNUE, se sont mis ensemble et ont créé un groupe scientifique qui travaille sur les questions de changement climatique. Et le groupe, et puis de l'année 2000, dernier rapport, on a été plus de 300 membres pour travailler. Sur tous les continents, les meilleurs scientifiques sont choisis ensuite et qu'ils travaillent sur ces questions-là. Et ce qu'on leur demande de faire, c'est de compiler les évidences scientifiques.
et de donner des rapports maintenant et des résumés aux décideurs que les gens puissent comprendre. Quand vous allez, si vous faites Google sur GIEC ou IPCC en anglais, vous verrez qu'il y a plusieurs rapports en plusieurs langues avec des rapports synthétisés, etc., pour l'état de la science. Donc aujourd'hui, n'importe qui veut savoir, n'est-ce pas, quels sont les problèmes scientifiques, quels sont les rapports scientifiques, quels sont les chiffres, allez sur le site du GIEC. Donc le dernier rapport où j'étais co-auteur dans le deuxième chapitre, n'est-ce pas, montre très clairement les évidences, les publications qu'on a faites, que vraiment le changement climatique aujourd'hui, l'homme est vraiment à l'origine. Activité humaine responsable du changement climatique. Il n'y a pas de doute maintenant. Je pense que les climato-sceptiques, ces aspects-là ont disparu. L'une des questions de plus en plus chaudes sur le globe, on l'a vu, les mesures déjà qu'on a vues. Regardez ces 5 dernières années. Il y a combien de feux de brousse? Il y a combien de vagues de chaleur? Il y a combien d'inondations? Tout ce qu'on disait comme manifestation du changement climatique, on l'a. L'avancée de la mer, regardez au Sénégal, ce qu'on a à Tchaoulène, ce qu'on a à Guindar, etc. Donc aujourd'hui, on voit les répercussions du changement climatique. Donc de plus en plus chaud. Donc aujourd'hui, dans la planète, même si on arrêtait maintenant, si on arrêtait carrément de produire des gaz, ce qui veut dire que la courbe va être un peu baissée, mais la tendance va toujours se maintenir. On a vu ça avec la COVID, où les gens avaient arrêté, la courbe était un peu en baisse. Mais on a déjà produit des gaz que ça va continuer à se maintenir d'ici 40 ans, à cause de ce phénomène-là de temps de maintien, de temps de vie sur l'atmosphère. N'est-ce pas? Le problème qui se pose, c'est le rythme. Aujourd'hui, on ne peut pas changer les choses catégoriquement, mais on peut juste sur le rythme. Aujourd'hui, les petites choses qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas, le fait de faire du recyclage, le fait de comprendre l'histoire de se conduire à une voiture ou pas, tout ça peut maintenant diminuer les gaz et changer maintenant le rythme, n'est-ce pas, de cela. Une des conséquences des changements climatiques, c'est les phénomènes extrêmes. Et cela, ça pose problème. Quand je parle de phénomènes extrêmes, je parle d'abord de vagues de chaleur, qui est la plus grande manifestation des phénomènes extrêmes, et on le voit sur l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, les vagues de chaleur. Aujourd'hui, on le voit, nous, la météo, on le voit. Malheureusement, certains Africains pensent que ça fait partie du climat. Quand il fait très chaud, il n'y a pas de problème, il fait très chaud. On est en Afrique, ce qu'on dit. Mais il fait de plus en plus chaud. Ça, c'est le problème. Et aujourd'hui, il y a des impacts sur les feux de brousse, etc., etc. Les phénomènes extrêmes, la foudre, les phénomènes extrêmes, les inondations. Regardez, cette année, on a une année normale de précipitations. À Dakar, on ne sent même pas. Mais regardez la manière dont les précipitations tombent. Cette année, on a battu le record à Cap Skirring. On a 300 mm en un jour cette année. 300 mm. Heureusement que c'était au sud. C'était à Dakar, vraiment, c'était le chaos. 300 mm, on a un jour, un seul jour. Je n'ai jamais vu ça, moi, de ma vie. 300 mm. Donc, ça veut dire que les phénomènes extrêmes sont là. On les voit. Ce n'est pas parce que le cumul pluviométrique a diminué, mais la manière, la fréquence, la manière dont les précipitations tombent, c'est ça qui pose problème. En un jour, on peut faire 120 mm. En un jour, puis on fait 10 jours sans précipitation, qui a un impact. Et ça joue sur la santé. Je pense que ma collègue va y revenir en détail. Plus intense. Donc, on a ça. Le problème se pose de l'avancée de la mer. L'avancée de la mer, avec le changement climatique, l'eau se réchauffe et il y a ce phénomène-là qu'on appelle de dilatation. Oh, c'est trop vite. Je suis passionné quand je parle. Ça se voit. Tu me laisses 5 minutes. Moins de 5 minutes, tu vois. Ensuite, il me dit d'accélérer. C'est que j'ai compris. Ce qu'il disait à propos du frein. Ok, donc j'ai parlé un peu plus doucement que les gens puissent comprendre et la traduction qui se fait. Donc, ce que j'étais en train de dire, les manifestations typiques du changement climatique, une des manifestations, c'est l'avancée de la mer. Pourquoi l'avancée de la mer? Quand la température augmente, réchauffement climatique, comment? Réchauffement climatique, la température augmente, la mer se réchauffe et il y a un phénomène physique qu'on appelle la dilatation. L'eau augmente de volume quand on chauffe. Donc, c'est le premier phénomène. Bien sûr, le deuxième phénomène, c'est la fonte des glaciers, donc les glaces qui sont sur le continent, qui vont fondre, bien sûr, augmenter le niveau de la mer, et d'autres choses encore qui existent. Mais en général, c'est les deux phénomènes les plus importants qui font avancer la mer. Donc, la mer va continuer à avancer. Et malheureusement, la majeure partie de notre grande ville se trouve au bord de la mer. Notre économie se trouve au bord de la mer. N'est-ce pas? Prends le Sénégal, le secteur du tourisme, par exemple, que ce soit nos plages qui attirent, n'est-ce pas, les touristes, que ce soit nos infrastructures, les hôtels, se trouvent au bord de la mer et ça pose problème aujourd'hui. Et maintenant, l'autre chose, c'est l'acidification des océans qui joue un peu sur les captures des poissons, vraiment combinée à d'autres phénomènes. Pour vous dire que donc, le changement climatique va accélérer notre problème sur le plan, n'est-ce pas, économique. Et maintenant, ça a un impact sur le plan sanitaire. Ça, j'ai montré un des impacts, c'est la chaleur. On comptait le nombre de jours où la température dépasse 40 degrés, ce qui est déjà beaucoup. Et on calcule le nombre de jours, l'augmentation, pas le nombre de jours. Si on compare par rapport à
trentaine d'années passées de 95 avant, 91 à 2000, et on compare par rapport à 2040 ou 2035, qui est un peu, comment on appelle ça, le PSE, n'est-ce pas? On voit très bien que sur l'Afrique, regardez, tout est rouge. Et normalement, si ça diminue, ça va être bleu. Il n'y a aucun bleu. Donc, ce qui veut dire que pour le signal des vagues de chaleur, il faut s'attendre à des vagues de chaleur. La santé. On ne peut pas faire ça avec. Il y a toujours des vagues de chaleur. Il va devenir de plus en plus chaud. Ça sera plus fréquent et plus intense. Et déjà, on est en train de l'observer. C'est pas là. Donc, ça, c'est la projection des vagues de chaleur d'ici 2035. Quand on regarde encore ce qu'il faudrait faire, n'est-ce pas? Bien sûr, le problème, je dis, c'est un problème énergétique. Donc, une des choses que les États sont en train de bien faire, peut-être c'est le transport de masse qu'il faut faire. Soit le covoiturage. J'ai quitté Kermassar aujourd'hui, peut-être ma voiture est presque vide, peut-être je vais prendre quelques personnes qui vont peut-être prendre moins de voiture, etc. Et avoir des collègues et prendre des covoiturages. Ou prendre le vélo, aujourd'hui, je ne passe pas encore dans le truc des Sénégalais, il faudrait peut-être essayer de cultiver cela, etc. Donc, il faudrait essayer d'avoir certains comportements qui sont cela. Donc, ça, c'est un géoportail qu'on a développé au sein de l'ANACIM pour que les décideurs, tous les gens qui sont dans les questions, dans ce business de changement climatique, puissent voir un peu quelles sont les projections du changement climatique, ville par ville, ou département par département, région par région, pour voir un peu qu'est-ce que va faire le climat. En matière de température, beaucoup de paramètres ont été déjà maintenus dans ça, donc c'est des outils qu'il faudrait utiliser par rapport à cela. Et j'aimerais bien faire la transition maintenant pour parler de ce système qu'on a mis en place, qui est un système d'alerte précoce aux vagues de chaleur, lié à la santé. Et c'est un travail vraiment exceptionnel. Le CSE est dedans, il y a la Croix-Rouge, il y a la NOAA qui nous aide avec les modèles les plus performants au monde, il y a la Direction générale de la santé aussi. Ce bulletin est coproduit entre la météo et la Direction générale de la santé. Et bien sûr, les indices de vulnérabilité, il y a une équipe du CSE qui travaille avec nous. Et d'ailleurs, le jeudi, on a un séminaire pour améliorer les indices de vulnérabilité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait que les vagues de chaleur sont là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? La question qu'il a posée. C'est-à-dire, à chaque chose qui se passe, quelle est la réponse? On s'est dit que les vagues de chaleur vont être là. Quel est l'impact des vagues de chaleur sur la santé, par exemple? Moi, je suis un météo, je ne suis pas expert en ça. Il y a des collègues qui sont experts en ça, donc on les invite et on discute. Donc, nous, la première partie à gauche, ce qu'on fait, on regarde les meilleures prévisions d'une semaine, de 2 à 3 semaines sur les vagues de chaleur. Une fois qu'on a fait ces prévisions-là, on les met dans l'espace, on sait quelles sont les zones qui sont impliquées. Et après, maintenant, on passe le relais à la santé. On dit que si ça existe, quel est l'impact sur la santé? On dit oui, mais il faudrait ajouter des vulnérabilités. Une vague de chaleur à Dakar n'est pas la même chose qu'une vague de chaleur à Tamba. Il faudrait voir un peu l'existence des infrastructures, etc., etc. Et ainsi de suite, maintenant, on développe un système d'alerte. Et après, maintenant, l'idée, c'est de quoi? C'est une fois qu'il y a ces vagues de chaleur-là, qu'on peut détecter 1 à 2 semaines avant, on peut envoyer des SMS, on peut envoyer des messages, on peut envoyer des bulletins pour que les gens puissent se préparer. Surtout la population âgée. Et aujourd'hui, quand on faisait ce travail-là, on s'est rendu compte que durant le mois de Ramadan et durant les périodes de chaleur, beaucoup de gens du Nord se déplacent vers Dakar. Beaucoup. Et c'est quelque chose qui est vraiment documenté dans ça. Vous dites que donc les gens sont en train de sentir les choses. Et maintenant, l'impact, c'est sur la population aujourd'hui. Mais la question se pose, qu'en est-il des animaux? Qu'en est-il de la plante qui joue sur la sécurité alimentaire? Donc, il y a plusieurs impacts qu'il faudrait aller. Et je pense que la santé, peut-être, c'est quelque chose qui est très sensible, qu'il faudrait aller. Donc, nous, la météo, on essaie de développer le maximum de possible d'outils pour voir un peu comment intégrer cela. Donc, je vais m'arrêter ici et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur les causes du changement climatique en faisant le focus sur les activités de l'homme qui sont responsables et l'importance de la prise de conscience, bien sûr, et les phénomènes extrêmes que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Vous avez parlé des augmentations des températures, de l'avancée de la mer, mais aussi de l'acidification de l'océan et d'avoir présenté également le système d'alerte que vous êtes en train de mettre en place, qui est un système qui est fort utile pour les populations. Donc, pour parler plus en détail de l'impact sur la santé, on va écouter le docteur Sornetiam, qui va nous dire un peu quels sont les impacts qui sont observés et qui sont attendus sur la santé et le bien-être des populations selon vos études les plus récentes. Bonjour tout le monde, merci Mariam pour cette introduction. Merci aussi aux organisateurs pour l'invitation et aussi pour l'opportunité qu'ils m'ont donné à parler dans cet événement de grande envergure. Très, très difficile pour moi de parler après Cheikh et après Ousmane, qui sont mes maîtres, et je pense qu'ils ont fait un de très bon résumé de vraiment de la situation des changements climatiques en brossant un peu la santé. Donc, moi, je vais intervenir un peu sur les impacts du changement climatique sur la santé
et populations, défis et opportunités, comme Mariam l'a dit. Et il y a un écho, j'entends. C'est bon? OK. Comme j'ai dit, juste une petite question dans la salle pour les participants. Qui connaît IPHRC dans la salle? Ou bien qui a entendu parler de IPHRC? African Population and Health Research Center. Personne. 2 personnes. OK. Donc, c'est important pour moi de vous dire qui sommes-nous. Le Centre international de recherche sur la population et la santé, en anglais African Population and Health Research Center, est une organisation de recherche qui est basée en Afrique et dirigée par des Africains. Nous avons notre siège à Nairobi au Kenya et un bureau régional Afrique de l'Ouest basé ici à Dakar. Notre vision est de transformer des vies à travers la recherche et avec comme mission la génération d'évidences basées sur des données probantes, le renforcement de capacités des chercheurs dans l'écosystème de recherche et de développement pour renforcer, comme je viens de dire, les capacités de recherche et créer une masse critique de chercheurs bien formés en Afrique. Nous faisons également l'engagement avec les politiques pour vraiment l'impact et l'appropriation de nos résultats de recherche dans le domaine de la santé et du développement. Nos recherches, nous nous engageons vraiment à faire des recherches de qualité à travers une équipe multidisciplinaire et nous avons 4 équipes 4 unités de recherche, je veux dire, health, santé et bien-être, population dynamique et urbanisation. Nous avons aussi sur le développement humain et la science des données. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous intervenons dans beaucoup de pays africains dans différents domaines, que ce soit le renforcement de la capacité liée à la recherche et la communication et la recherche opérationnelle. Cette carte n'est pas exhaustive, on est dans plus de pays en Afrique que ce qui est montré sur la carte. Donc, je vais rapidement vous parler aussi de mes travaux de recherche au niveau du bureau régional Afrique de l'Ouest. Ici, en particulier sur les impacts du changement climatique sur la santé. Oui, non? Ah, Mariam, s'il te plaît, vous pouvez faire comme ça un peu. Ah, OK. Je ne voyais pas. Donc, ça, c'est quelques projets que je dirige ou je contribue dans le domaine des impacts du changement climatique sur la santé des populations. Nous avons un projet qui est maintenant clos, c'était sur les changements climatiques et les maladies diarrhéiques. Là, on essayait de voir les relations entre les paramètres climatiques tels que la température et les précipitations sur l'incidence de la diarrhée dans des villes secondaires ici au Sénégal. On a également un projet en cours qui est financé par la Fondation britannique de la recherche médicale qui étudie les interactions entre le changement climatique, la qualité de l'air, les espaces verts urbains et comment ça contribue à l'augmentation des maladies non transmissibles ici au Sénégal. C'est un projet d'une durée de 3 ans. On vient de le démarrer. Nous avons également un autre projet dans le cadre d'un grand consortium avec des chercheurs du Nord, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et aussi de l'Afrique, où nous essayons également de voir les interconnexions entre changement climatique, la santé des personnes âgées et aussi l'énergie que Ousmane vient de décrire. Et ça aussi, c'est un très important projet que je voulais mentionner ici. Actuellement également, je fais partie d'une consultation de Wellcome Trust où nous essayons de mettre en place des communautés de pratique sur la recherche transdisciplinaire et l'action dans le domaine changement climatique et santé. Et je pense que Cheikh a mentionné l'importance de la transdisciplinarité pour étudier les questions santé dans ce domaine.
Là, permettez-moi d'entrer dans le sujet de notre discussion d'aujourd'hui et de vous parler un peu des impacts du changement climatique sur la santé. Je pense que ils ont déjà mentionné le rapport du 6e rapport du siècle. Et là, comme vous pouvez le voir ici, que le changement climatique a déjà affecté la santé de dizaines de millions de personnes en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest. Et parmi les impacts visibles, nous le voyons actuellement, il y a une augmentation des maladies non transmissibles, particulièrement les maladies cardiovasculaires. Il y a également une propagation des maladies émergentes, des maladies infectieuses émergentes. Et Cher l'a parlé également tout à l'heure avec le développement des pandémies que nous n'avons pas, des épidémies. Et là également, on a des problèmes de santé mentale qui sont liés avec les impacts du changement climatique. Ne serait-ce que si on prend les inondations, les gens perdent beaucoup. Il y a beaucoup de pertes et de dommages dus aux inondations. Et ça affecte souvent la santé mentale des personnes affectées. Et souvent, on ne paie pas attention à ces problèmes psychologiques que les gens vivent dans ce domaine. Et je viens de le dire, il y a les maladies cardiovasculaires, particulièrement les maladies respiratoires, qui sont très sensibles au climat. C'est aussi des effets climatiques qu'on vient de voir. Il y a des études qui ont montré qu'en Afrique, particulièrement au Burkina, au Ghana et au Sénégal, que pendant les périodes de forte chaleur, on a souvent des augmentations de décès, des décès supplémentaires qui sont le plus souvent dus à ces maladies cardiovasculaires. Ici, je présente un peu cette image qui est extraite du dernier rapport du siècle, qui montre clairement les risques observés dans le système humain. Et si vous regardez en rouge, là où j'ai mis surligné en rouge, vous allez voir les impacts sur la santé et le bien-être. Et quand vous regardez les maladies infectieuses, les traits moins là, ça montre les impacts négatifs. Et si vous regardez pour l'Afrique, c'est partout négatif. Vous allez voir que l'Afrique est très affectée. Et si on regarde, la santé est parmi les 3 secteurs les plus affectés par la variabilité et le changement climatique. Et là également, si vous regardez les trucs, plus c'est souvent des effets négatifs et positifs, mais quand vous regardez pour l'Afrique, c'est partout négatif. Donc, on a beaucoup à faire. Et là, si on regarde également, j'ai montré un peu les impacts, et il y a des groupes qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à ces impacts. Nous avons les enfants de moins de 5 ans, nous avons les personnes âgées, nous avons les personnes qui ont des niveaux socio-économiques un peu très faibles, nous avons également les handicapés. C'est des personnes très sensibles à ces impacts du changement climatique. Si nous prenons par exemple l'exemple des enfants, après il y a les inondations, il y a beaucoup de pollution, on peut dire pollution liée à l'eau, qui peut engendrer des maladies diarrhéiques, des maladies hydriques. Il y a aussi la propagation des maladies vectorielles comme le paludisme, même si certaines études ont montré que dans certaines parties de l'Afrique, particulièrement de l'Ouest, il y a une augmentation du taux de prévalence paludisme. Il y a dans d'autres aussi des diminutions du taux de prévalence du paludisme. Là également, je voulais rapidement vous parler des impacts futurs, qu'on peut voir clairement ici également, que les événements extrêmes dont peut venir de parler Ousmane, et particulièrement, je veux dire, les vagues de chaleur, vont augmenter les mortalités, les taux de mortalité qui sont liés à ces maladies non transmissibles et les maladies également hydriques et vectorielles. Si on regarde par exemple l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, le taux de mortalité supplémentaire d'ici la fin de cette décennie est de 6 à 9 fois plus élevé si on compare à l'année 1960. Donc, il y a énormément d'actions qui nous attendent. On doit faire beaucoup pour vraiment maintenir le cap ou bien réduire ces impacts qui sont actuellement visibles. Non. Ici, j'étais juste pour montrer par rapport à ce que je disais par rapport aux projections, mais je ne vais pas aller en détail. Il y a différents scénarios où on dit que si on est au-delà de 1,5 degré, on aura au moins 15 décès supplémentaires par 100 000 habitants.
Et vous pouvez le voir sur le tableau. Si on passe à supérieur à 2 degrés, 2 degrés 4, 4 degrés 4, le nombre de décès supplémentaires vont augmenter. Et les parties de l'Afrique les plus affectées sont l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc là également, c'est une figure tirée du dernier rapport du GIEC qui montre clairement ces projections. Et clairement, vous pouvez regarder que les enfants qui sont nés après la période pré-industrielle, on peut considérer peut-être 2020, vont vivre beaucoup plus fréquemment les vagues de chaleur ou bien connaître une génération différente de celle de avant 1960. Donc là, je voulais rapidement parler des stratégies d'adaptation pour vraiment faire face à ces impacts négatifs sur la santé. Et là, je voudrais vous présenter le cadre opérationnel de l'OMS et qui comporte 10 stratégies pour un système de santé résilient et intelligent, comme vous venez de dire, cher. Là, moi, je vais mettre le focus sur 3 éléments que je pense importants. Il y a d'abord le leadership. Il nous faut un leadership fort. Il y a d'abord le financement du climat et de la santé. Et il y a d'abord les questions de renforcement de capacité. Pour les questions de politique, comme je viens de dire, il nous faut un leadership très, très fort qui intègre les politiques sectorielles. Premièrement, au niveau des programmes de santé d'abord, parce que si on regarde les programmes de santé, il n'y a aucun des programmes de santé, programme de lutte palliative, programme de TB, aucun des programmes où tu verras le mot climat. Aucun. Et donc, c'est très important de penser à cette intégration de la santé dans les politiques sectorielles. Si on prend par exemple au Sénégal, on peut dire qu'on a commencé avec l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique. Il y a le secteur de la santé, bien sûr, et il y a aussi les contributions déterminées, ainsi de suite, où on doit voir également le volet santé au cœur. Il y a ces éléments qu'on doit tenir en compte. Il faut formuler également des stratégies d'atténuation. Et donc là, moi, ce que je voulais dire encore, insister, c'est le renforcement de capacité. C'est très important. Non seulement le renforcement de capacité de nos chercheurs pour mieux comprendre les interactions entre le climat et la santé, mais également le renforcement de capacité des praticiens, des professionnels de santé, pour mieux comprendre et faire face à ce défi qui est devant nous. Donc là, j'ai essayé d'énumérer un peu quelques options que je trouve d'adaptation efficace. Oui, c'est mon dernier diapo. Où je pense qu'il faut le renforcement et la résilience du système de santé. Ça, c'est primordial. Il nous faut un système de santé très résilient qui prenne au sérieux les questions de santé, de climat dans tous les programmes et politiques. Il faut également compter à insister sur l'amélioration des systèmes d'eau, que ce soit l'accès à l'eau potable aux gens. Il y a aussi les aspects d'assainissement qu'on doit prendre en compte parce qu'il y a beaucoup, c'est très lié avec les maladies hydriques et nous avons des projections qui montrent que les maladies hydriques vont augmenter dans les années à venir. Il y a également l'importance des approches intégrées. Et je pense que ça, on va en discuter lors des groupes de travail parce que c'est un élément très, très, très important. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter un peu sur les impacts des changements climatiques sur la santé en attendant les discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sorna, pour cette présentation assez exhaustive de l'impact du changement climatique sur les santé. Alors, après avoir écouté la scientifique, on va aller vers le Dr Bras, qui est professionnel de la santé et directeur d'hôpital, et qui va nous dire un peu comment est-ce que lui, en tant que professionnel de la santé qui travaille dans un hôpital, analyse les défis qui sont liés au changement climatique et quels sont les constats qu'il peut partager avec nous aujourd'hui. Dr Bras. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez très bien, j'espère.
Parfait. Alors, je remercie les organisateurs pour m'avoir proposé de parler de changement climatique vu des hôpitaux, surtout des hôpitaux du Niger. Et au vu des questions qui m'ont été posées, permettez-moi d'aborder cette thématique en parlant d'abord de notre contexte. Je vois qu'au Sénégal, les choses sont beaucoup avancées. Au Niger, on n'est pas, en tout cas, à ce niveau. Donc, je vais parler un peu du contexte particulier du Niger en ressortant certaines problématiques, euh, ces problématiques qui sont vraiment globales au Niger. Et puis, nous allons parler de la problématique spécifique au niveau des hôpitaux. Pour ce qui est du changement climatique en lui-même, finalement, aujourd'hui, au moment où on est, même s'il y a il y a quelques contraintes par rapport à la compréhension, on va y venir, mais on est d'accord que nous sommes plus impactés actuellement et seront plus impactés par le changement climatique. Au Niger, par exemple, je dis sous contrôle de Ousmane, qu'il est prévu que d'ici 2080, que la température augmente de 2 à 4 degrés 6 en fonction des régions du Niger. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, il y a des endroits où, pendant la période de chaleur, on a 42 à 45 degrés à l'ombre. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'il y a comme mauvaise répartition sur le plan de la pluie, comme le spécialiste de la météo a dit. Donc ça, c'est pour dire qu'on est d'accord par rapport à ça, même si encore on est au stade au Niger, je ne sais pas ailleurs, on est au stade où il y en a qui ne sont pas d'accord avec. Alors, quelles sont les conséquences auxquelles on est confronté? Je vais vraiment rester dans le domaine de la santé. Et je remercie le docteur Sokna pour les informations qu'elle a amenées qui vont au moins me faciliter beaucoup de choses. Au Niger, par exemple, l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses est un fait. En tant qu'enseignant-chercheur avec des collègues infectiologues, on continue, on a commencé des travaux dans ce domaine et je vais vous dire que des pathologies que nous ne connaissions pas, je peux me classer parmi les jeunes médecins, mais la fièvre de la vallée du Rift, par exemple, moi j'en ai entendu parler au cours de la fac, je n'en ai jamais vu un cas, mais aujourd'hui au Niger, on le sait, il y a des épidémies de fièvre de la maladie du Rift vers le nord-ouest du Niger, une région qu'on appelle Tawa ou sur la frontière avec le Nigeria et une région qu'on appelle Zender. Actuellement, il y a une surveillance par rapport à cette pathologie au niveau au Niger. Nous avions colligé avec des collègues infectiologues pendant un certain pic, à peu près 330 cas qui sont en cours d'être publiés. Donc vraiment, par rapport à l'émergence et à la réémergence des pathologies infectieuses dans nos pays, c'est un fait et il nous reste, nous, scientifiques et chercheurs, effectivement, de mettre toutes ces informations-là en valeur pour expliquer à nos décideurs que ils sont dus à ce changement climatique. De l'autre côté, au niveau santé, il faut parler des pathologies allergiques également sur lesquelles on travaille. Moi, je suis d'un côté interniste, allergologue et immunopathologiste. On a de plus en plus de pathologies allergiques qui sont étalées dans le temps. Avant, nous avions les maladies allergiques pendant 2 mois, 3 mois maximum dans l'année. Aujourd'hui, 12 mois sur 12, nous avons certaines maladies allergiques, la lymphoconjonctivite endémique chez les enfants, les pathologies respiratoires telles que l'asthme et les rhinites allergiques. En tout cas, pour ne citer que cela, on a beaucoup de cas de ces pathologies qui sont étendues dans l'année. Troisième chose, Dr Sokna a parlé des maladies non transmissibles. Effectivement,
on rencontre de plus en plus des pathologies cardiovasculaires et des complications de ces pathologies cardiovasculaires en train d'augmenter sur le plan épidémiologique en fonction d'un exemple que je maîtrise un peu, c'est les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. On a constaté qu'effectivement, cette épidémiologie au Niger, elle est en train d'être inversée par rapport à ce qu'on savait avant et en nombre et en gravité. Nous avons fait un travail de thèse en médecine générale dans un centre hospitalier régional de Niamey où nous avons montré que le pic d'AVC se trouve pendant les mois où les pics de chaleur sont les plus importants. Nous avons travaillé avec des collègues de la météorologie qui nous ont communiqué les relevés de chaleur pendant les 12 mois et nous avons fait la corrélation. Il n'y a pas de doute, le nombre d'AVC augmente pendant ces périodes et la gravité, la mortalité augmente également pendant ces périodes. Donc, c'est pour un peu vous faire un petit panel par rapport à ces pathologies qui sont en nombre et en gravité importantes dans cette thématique de réchauffement climatique. Donc, devant ces faits, devant ces réalités, nous sommes bel et bien concernés et c'est le discours que nous essayons à nos collègues qui ne sont pas vraiment toujours d'accord avec ce qu'on dit. Nous avons un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche de formation en médecine tropicale et dans lequel nous essayons de publier, nous essayons d'inscrire à des formations, à des congrès, des thématiques comme ça. En décembre, nous aurons le congrès de la Société nigérienne de médecine de maladies infectieuses et du Centre de recherche médicale, le CERMES. Parmi les thèmes, nous avons le changement climatique et les pathologies infectieuses. Donc, nous essayons à chaque fois que nous avons une opportunité de parler de ça pour pouvoir réveiller plus de conscience et puis convaincre ceux qui sont encore, qui ne sont pas encore convaincus. Alors, comme l'a dit le premier intervenant, ça c'est un peu le côté où c'est un peu négatif, mais effectivement, il y a des côtés positifs parce que nous avons quand même quelques acquis. Et ces acquis sont au niveau institutionnel. Au Niger, depuis 1992-95, l'État du Niger a signé et ratifié les conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique, l'accord de Paris, la conférence de Rio en 2012. Donc, nous avons ratifié et signé tous ces accords-là, mais malheureusement, on n'a pas évolué plus que ça. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'État, il y a une base pour faire quelque chose et nous pouvons nous servir de cela. Et au niveau étatique, au niveau du ministère de la Santé publique et des Affaires sociales du Niger, nous avons également des acquis parce que ces notions sont intégrées dans les programmes principaux du ministère de la Santé publique au Niger, notamment dans le PDSS. Donc, ça, ce sont des acquis sur lesquels nous pouvons nous baser et je pense que dans la majorité des pays africains, nous sommes à peu près au même niveau. Nous avons également des partenaires qui sont engagés dans ce domaine. J'ai toujours donné l'exemple de la BOAD. Moi, en tant que directeur d'un hôpital, j'ai donné l'exemple d'un financement qu'on a cherché autour d'1,2 milliard pour la construction d'un grand bloc de chirurgie moderne. Mais avant d'avoir ce financement, il a fallu que la question des études d'impact environnementaux, l'hôpital a dû payer des cabinets pour faire les études d'impact environnementaux pour pouvoir soumettre notre dossier au niveau de la BOAD. Je pense que si nous avons des institutions de ce genre qui s'engagent et qui poussent les collaborateurs à le faire, ça va être également un
un point important pour que nous soyons beaucoup plus réveillés dans ce domaine. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés? On va peut-être revenir sur les difficultés dans un instant, docteur, si vous le permettez. Très bien. Oui, donc je vais donner la parole à Monsieur Henri Leblanc, qui représente aujourd'hui l'ONG Alima, qui est acteur médical humanitaire de terrain. Donc, Monsieur Leblanc, face au constat que Sorna et le docteur Bras ont partagé avec nous aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur médical sur le terrain, quelle est votre approche que vous avez développée par rapport aux questions de changement climatique et de santé? Tous, toutes, merci c'est un plaisir d'être comme celui-là à Dakar aussi, opérationnel. Sans tromper, je pense qu'on est la première ONG médicale à être montée pour l'initiative de Climate Action Accelerator il y a quelques années. Et justement, au moment où on s'est posé la question de comment passer concrètement à l'action en tant qu'acteur médical sur ces questions de climat. La première chose, peut-être pour savoir d'où on part, Alima, c'est une ONG médicale et de recherche. Hein, c'est une jeune ONG qui a été créée en 2009, mais qui a connu un développement assez intense de ses activités. Notre siège est ici à Dakar, siège opérationnel. On travaille dans une quinzaine de pays à travers le monde, principalement en Afrique subsaharienne, dans pas mal de champs de la médecine et de la réponse médicale. On travaille dans des zones complexes, dans des contextes complexes, humanitaires, de réponse aux crises. Et on a une philosophie et une méthode de travail avec les acteurs de première ligne assez poussés, c'est-à-dire les hôpitaux, les ONG nationales avec lesquelles on travaille. Dès qu'on en a l'occasion, on essaie d'accrocher des volets de recherche à nos projets médicaux pour investiguer des maladies, évaluer des stratégies de traitement, améliorer la réponse médicale en général. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Et en 2022, à Lima, c'est une soixantaine de projets. Hein, c'est 2 millions de patients pris en charge. On a travaillé avec et dans une quarantaine d'hôpitaux de référence et 400 centres de santé pour vous donner un petit peu la base sur laquelle on est parti. Alors pourquoi Lima a décidé de s'engager dans une action environnementale? Je pense que voilà, la réalité et la science donnent le vertige, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Nous, on fait de la science, hein. On est des médecins, des infirmiers, on fait de la recherche. Donc, on a été très vite alignés sur le consensus mondial voilà, de la dégradation globale et de la nécessaire activité et action des acteurs, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur zone d'intervention. Même une ONG médicale a des efforts et une action à faire. Aussi parce que nous, ça fait des années que sur le terrain, sur les projets, on travaille au Sahel, au Tchad, dans la Corne de l'Afrique. On est témoin de ces dégradations. Hein, et ça nous questionne en tant que médecins sur le paquet de soins, notre capacité d'anticiper les besoins, la dégradation, la détérioration de ces besoins, l'évolution des pics saisonniers. Hein, on est tous témoins de ça sur les grandes pathologies. Et puis, voilà, des maladies comme la malnutrition et le paludisme, dans la majorité de nos zones d'intervention, l'incidence est en train d'augmenter. Donc, ça nous questionne aussi sur le niveau et le volume d'activité à mettre en place. Un des aspects fondamentaux au moment où on s'est posé la question, comment on peut intégrer dans une ONG médicale la question climatique, c'était, non, on a un principe fondamental en tant qu'humanitaire, mais aussi en tant que médecin, c'est ne pas nuire. C'est-à-dire ne pas dégrader la situation qu'on est censé venir atténuer. Et donc, ça a été aussi un levier important pour nous de se dire, à notre niveau, humblement, hein, on est une ONG médicale de terrain, comment on peut s'assurer de faire vivre ce principe de ne pas nuire. Et puis enfin, ce qui nous a servi de bascule, c'est au moment où on fait un travail complexe, hein, quand on fait de l'humanitaire médical. C'était qu'il existait des solutions à mettre en place. On ne partait pas d'une feuille blanche et que des solutions d'adaptation et d'atténuation existaient, il fallait juste les adapter à notre modèle. Voilà. Et ça nous a permis d'enclencher un travail. Et donc, à partir de 2020, avec le Climate Action Accelerator et avec une stratégie participative en interne, on a décidé de se lancer dans la construction d'une feuille de route environnementale et se poser la question comment on intègre l'impact du changement climatique dans notre modèle de soins et dans notre modèle opérationnel. Et donc, on a décidé de construire cette feuille de route en moins d'un an, en 2021, à marche forcée,
parce que le temps est notre pire ennemi face à la crise climatique. On l'a bien compris. On a construit cette feuille de route autour de 4 engagements fondamentaux. Le premier, c'est de la décarbonation. Se dire, notre modèle à Lima, comment on peut, en changeant les pratiques qui sont les plus polluantes et les plus émettrices de gaz à effet de serre, réduire nos émissions avec un objectif de réduire nos émissions de 50% d'ici 2030. Ça veut dire changer nos pratiques. Hein, donc, c'est se bousculer beaucoup. Le deuxième axe, en tant qu'acteur médical, c'était très vite investiguer le lien entre santé et crise climatique. Pas au niveau global, hein, il y a des gens qui font ça très bien, One Health, plein d'analyses de haut niveau, mais vraiment de manière pratico-pratique, au niveau d'un hôpital, au niveau d'une région, à Ngouri, au Tchad, dans la région du lac Tchad, se dire ça veut dire quoi? Adapter le modèle de soins à la détérioration du contexte et à l'évolution des besoins des populations. Quel système de soins, comment anticiper les changements plutôt que les subir, comment adapter un hôpital de référence pour qu'il puisse être résilient et prendre en charge, assurer la continuité des soins dans les années qui viennent, hein, tout simplement. Le troisième axe qui a été important pour nous, et ce n'est pas une question d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plus une question de responsabilité, c'était réduire l'impact concret, pratico-pratique au niveau des postes de santé de notre activité. Et principalement la question de la gestion des déchets, optimiser ça. On utilise beaucoup de médicaments, de matériel médical, de matériel biomédical. Comment on assume notre rose et on réduit les déchets à ce niveau-là. Et le quatrième axe qui est très important pour nous, et on va beaucoup en parler aussi cet après-midi avec pas mal de collègues de terrain d'ONG nationales au Sahel, c'est embarquer notre écosystème. C'est-à-dire que nous, on est à Lima, on n'est pas grand-chose, même si on fait un travail formidable. Hein. Comment on embarque tout l'écosystème de la santé, de la réponse humanitaire, les hôpitaux avec lesquels on travaille, les ministères de la Santé, les ONG nationales avec lesquelles on travaille, dans une démarche environnementale. Alors, comment on a construit cette feuille de route et nos objectifs? C'est quoi une feuille de route? C'est un plan de bataille. Hein. C'est tout simple, c'est un plan avec une deadline qui est 2030, avec des objectifs et des priorités qui sont quantifiés sur les différents axes que j'ai mentionnés, avec aussi une marge d'incertitude importante, c'est-à-dire qu'il faut avoir une philosophie d'action. Nous, on assume hein, qu'on va peut-être se tromper sur certaines activités, mais plutôt que d'attendre des plans parfaits, on décide de passer à l'action. C'est notre ADN, on est des médico-humanitaires, c'est la manière dont on fonctionne. Et du coup, se donner des rendez-vous réguliers pour évaluer où nous en sommes et peut-être adapter nos plans. Et surtout, ne pas attendre des plans parfaits avant d'agir. Une fois de plus, je pense que c'est le temps qui est notre pire ennemi là-dedans. Donc, évaluons, testons, adaptons nos idées, nos expérimentations. C'est quelque chose d'important. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un bilan carbone sur la base de l'année 2020. C'est-à-dire, on a regardé, on a ouvert le capot d'Alima et on s'est dit où est-ce qu'on pollue, comment on pollue. Et en faisant cet exercice, on s'est rendu compte que le profil d'Alima était très, très clair. Hein. C'est-à-dire que c'est une infime poignée de secteurs d'activité qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. En tant qu'organisation médicale, les achats, médicaments, matériel nutritionnel, matériel biomédical, tout ça pèse une immense partie de notre bilan carbone. Hein. 48% ou 41% en 2020 étaient constitués de nos achats. Deuxièmement, clairement la question du transport et des déplacements, qu'il s'agisse du fret aérien qui pollue beaucoup, que ce soit nos déplacements en avion pour passer d'un pays à l'autre et nos déplacements en interne à l'intérieur des pays. Cela pèse encore beaucoup dans notre bilan carbone. Et puis troisièmement, c'est la famille de l'énergie qui pèse beaucoup dans notre bilan carbone. Et principalement quoi? On connaît tous les réalités de nos contextes d'intervention. C'est massivement le carburant qu'on utilise pour alimenter les générateurs qui alimentent nos postes de santé, nos centres de santé, nos bases de vie, etc. Et donc ça, c'est 90% de notre bilan carbone. Donc très clairement et très pragmatiquement, on s'est dit, c'est sur ces grands leviers-là qu'il va falloir agir en tant qu'organisation pour adapter notre modèle. Et donc, on a mis en place un plan de bataille autour de ces priorités. Nos priorités, elles sont 5 pour réduire notre empreinte carbone. C'est le passage, un shift assez radical, pas à pas, du fret aérien au fret maritime pour nos commandes médicales. Aujourd'hui, en 2019, plus de 90% de nos commandes étaient passées par de l'aérien, parce que c'est l'urgence, parce qu'on avait ce réflexe-là. Et en réalité, quand on planifie bien, on peut adapter ces stratégies et faire des commandes en anticipant. La deuxième priorité, ça a été ce shift aussi radical vers les énergies renouvelables pour alimenter ce dont je parlais tout
les services de santé, assurer la continuité des soins et donc passer du générateur au photovoltaïque ou à de l'hybride, surtout dans un contexte économique de la région où l'explosion des prix du carburant nous permet très vite d'atteindre des modèles économiques performants pour des projets de santé, des structures de santé. Investir, ça nous permet de faire de la continuité des soins. Quand on a des coupures, c'est formidable. La troisième priorité, c'est celle de nous imposer des critères environnementaux d'achat pour nos matériels. Là, il y a encore un immense travail à faire, parce qu'une fois de plus, nous, à notre taille, on ne peut pas faire grand-chose, on ne va pas changer la manière dont un producteur de médicaments produit son médicament, mais peut-être qu'il y a un effet de secteur à faire. Des autres acheteurs au niveau des centrales d'achat, faire un vrai plaidoyer collectif pour optimiser la qualité du matériel qu'on achète. L'autre priorité, c'est une politique de déplacement pour réduire les déplacements qui sont non prioritaires, optimiser les déplacements qu'on fait pour réduire la pollution et enfin, améliorer, pour le travail humanitaire que vous connaissez, notre parc de véhicules et la consommation de notre parc de véhicules qui pèse encore beaucoup. Et il y a des solutions pratico-pratiques très simples d'amélioration de nos pratiques qui existent. Et enfin, pas sur le volet carbone, mais plutôt sur le volet comment nous, on adapte le modèle de soins. On a, je le disais, décidé de se donner deux priorités. Celle d'une optimisation de la fin de vie du matériel qu'on apporte et qu'on amène pour faire nos soins, c'est-à-dire entre autres la gestion des déchets médicaux et biomédicaux, sur lequel on est en train de faire des pas vraiment, vraiment positifs. Et le deuxième, c'est selon de manière pratique dans ce dont vous parliez, professeur, c'est-à-dire c'est quoi un hôpital résilient? C'est quoi un hôpital sustainable? C'est quoi un hôpital qui prend en compte la dégradation du contexte, l'évolution des besoins, parce que les pathologies sont en train de bouger, et donc comment collectivement, avec la communauté, avec le personnel de santé d'une structure de santé, on réfléchit à des plans d'adaptation pour que dans les 3-4 prochaines années, un hôpital, et là on est en train de le tester de manière pilote à Ngouri dans la région du lac Tchad, en partenariat avec le ministère de la Santé, on arrive à avoir un modèle de soins qui absorbe mieux les chocs auxquels il faut clairement se préparer. Et quel modèle de soins, quel paquet de soins on va devoir préparer pour ces années à venir. Donc voilà un peu comment on a décidé de se lancer dans cet engagement. Merci beaucoup, Henri, pour cette approche qui est très intéressante. On va rester sur vous, si vous le permettez. Vous avez parlé des principales priorités et de certaines réalisations que vous avez eu à mettre en œuvre, mais j'imagine qu'également, il y a eu des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de cette feuille de route et quelles sont les réponses que vous essayez d'apporter à ces défis-là? Non, il n'y a eu aucun défi. Non, je rigole. Ça roule et c'est très facile. Non, non. Avant de parler des défis, je voulais dire que nous, ce qu'on a expérimenté chez Alima ces dernières années avec nos ONG partenaires, avec les structures sanitaires dans lesquelles et avec lesquelles on travaille à travers l'Afrique, c'est que l'enclenchement d'une action environnementale est possible. C'est-à-dire, on peut attendre des plans parfaits ou on peut se lancer avec les évidences qu'on a à un moment donné, puis adapter l'action. Et nous, vous le voyez, en un an et demi, on a enclenché une démarche environnementale, on a bousculé l'ADN d'Alima pour intégrer cette responsabilité environnementale. Donc, c'est possible. Ce n'est pas parfait, mais c'est possible. Les défis, je dirais qu'ils sont à différents niveaux. Le premier, c'est qu'il y aura toujours des résistances, même en interne, parce qu'on a des réflexes, parce qu'on a des pratiques, parce que commander des médicaments en avion, c'est toujours plus facile quand on a peu de temps que d'anticiper une commande à 3 mois qui va arriver un peu plus tard, qu'il va falloir dédouaner, etc. Donc, pour ça, en fait, je pense qu'en interne, ce qu'il a fallu faire, c'est beaucoup montrer les co-bénéfices des changements. Et par exemple, une commande en maritime nous permet de faire des économies en termes de budget projets médicaux immenses par rapport à du fret aérien. Donc oui, il y a un effort à faire, mais on a un co-bénéfice. Et l'argent qu'on va économiser, on va pouvoir le mettre dans les ressources humaines, dans du photovoltaïque, etc. Donc c'est une question de vase communicant. C'est toujours un challenge d'avoir l'expertise rapidement. Et nous, c'est vrai que pendant la première année de l'action environnementale d'Alima, on a essayé d'intégrer de l'expertise, soit par du partenariat, parce qu'on ne peut pas tout faire en interne. On n'est pas des spécialistes du changement climatique, nous on est des humanitaires médicaux, et donc il faut aller chercher des spécialistes des bâtiments, des spécialistes de l'énergie,
des spécialistes, des politiques de déplacement, etc. Et donc ça, on l'a fait soit en partenariat, on travaille avec le Climate Action Accelerator, on travaille avec ECHO, on travaille avec MSF Supply, pour tout ce qui est approvisionnement, etc. On travaille avec Électriciens sans frontières sur le volet photovoltaïque, donc c'est possible, mais on a quand même intégré en interne de l'expertise, parce qu'il faut une équipe projet pour bouger les lignes, quand même, et pour l'idée cela. Peut-être le troisième élément sur les défis que je voulais souligner, c'était des financements. On en a parlé dès le début et dès l'introduction. En fait, il n'y a pas forcément une bonne allocation des financements climat aujourd'hui. Il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière de Development Initiative sur le climate finance et qui démontrait de manière assez violente que les financements pour le climat ne vont pas aux pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Et quand on regarde les cartes, comme par hasard, les pays les plus fragiles, c'est ceux où il y a des crises, c'est ceux où les besoins médicaux sont fondamentaux, et l'argent va autre part. Donc ça dépasse la question d'Alima, mais c'est se poser collectivement la question de par quels canaux les pays les plus fragiles et où on va prendre violemment le choc en pleine figure avec de la morbidité et de la mortalité accélérée dans les mois et les années qui viennent, vont pouvoir avoir des investissements pour adapter le système de santé, parce qu'aujourd'hui, le système de soins africain, il est sous pression. Voilà. Donc, il faut l'adapter aux pathologies et au contexte qui continue à se dégrader. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Alors, on va essayer de revenir rapidement au Dr Bras avant d'ouvrir la discussion au public. Dr Bras, vous êtes avec nous? Alors, tout à l'heure, vous parliez des difficultés, mais en parlant de ces difficultés-là, est-ce que vous pouvez aussi identifier les besoins qui sont prioritaires? Parce que comme le professeur l'a rappelé tout à l'heure, des changements sont possibles, l'action est possible, mais pour que ces changements-là s'effectuent, il y a des conditions à remplir. Selon vous, à votre niveau, à l'hôpital, selon le constat que vous avez fait, quels sont les besoins prioritaires et quelles sont les conditions à remplir pour que les changements nécessaires puissent s'effectuer? Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, il y a des conditions. Parmi les difficultés, la première difficulté, sincèrement, au Niger, le basique, de la thématique. Je vous assure un niveau intellectuel, beaucoup de collègues à l'université, à l'hôpital, qui ne comprennent pas réellement de quoi on parle. Donc ça, c'est un problème de base. Deuxième chose, c'est comme il existe partout. En Occident, on appellerait les climato-sceptiques. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord que cette thématique dont on parle réellement, elle existe. La troisième chose, c'est le sentiment d'injustice. Donc, la justice climatique, je pense que notre collègue de la météorologie en a parlé. Toute l'Afrique a moins de 4% de production de CO2 comparé aux grands pollueurs. Donc, on a l'impression que nous, on est les victimes et que nous n'avons pas à nous occuper de cela. Et on le sent dans la majorité des discussions que nous faisons dans cette thématique. Donc, pour cela, les prioritaires à réunir, selon nous, doivent d'abord commencer par la formation. C'est vrai que c'est avancé des différents facteurs qui augmentent la production de carbone, la consommation d'énergie, le transport, la fabrication des médicaments, mais à notre niveau, aujourd'hui, nous impactons très peu dans ce domaine. Mais nous sommes en train d'aller vers la croissance, nous sommes en train d'aller vers l'augmentation des centres de santé. Actuellement, au Niger, il y a une politique de construction au moins 4 ou 5 hôpitaux de référence. Donc, il va falloir effectivement travailler avant cela. Donc, il faut mettre les gens dans ce cadre-là, au niveau des hôpitaux, au niveau du ministère, au niveau des décideurs politiques. C'est vrai que le Niger a ratifié beaucoup de protocoles dans ce cadre-là, mais je vous assure que c'est mis à l'oubliette. Et je pense également qu'il y a beaucoup de pays africains, que je discute avec d'autres collègues des autres pays, nous sommes à peu près
au même niveau. Donc, cette formation à base, elle est plus que nécessaire et il faut passer par tous les moyens, que ce soit des formations continues, que ce soit des réunions de thématiques, que ce soit dans les congrès scientifiques. Et nous essayons de le faire à notre niveau. Mais pour le moment, le côté politique n'a pas encore pris la chose en main. De l'autre côté, tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la préservation de l'environnement, dans le cadre de l'énergie propre, nous pouvons faire parce que dans tous les cas, c'est une prévention qui, d'ici 20, 30 ans, 50 ans, nos enfants et arrière-petits-enfants vont réellement vivre. Je ne dirais pas l'enfer, hein, parce que déjà, nous le vivons. Quand je vous dis qu'à Niamey, il fait 45 degrés parfois. Mais si on y prend garde, c'est cette projection qu'il faut faire et qu'il faut faire passer dans les formations. Alors, préservation de l'environnement, je suis content que des institutions, que la BE s'en occupe, mais il faut aussi d'autres institutions, il faut que l'État également s'en occupe. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons une direction des infrastructures et tout ce qui est construction. Il faudrait qu'ils mettent ça dans leur politique. Aujourd'hui, Niamey est entouré par une ceinture verte qui a été créée il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, qui est en train d'être morcelée et il faudrait qu'on dise pas question de construire un hôpital dans cette ceinture verte. Ou bien, si vous construisez l'hôpital dans cette ceinture verte, qu'est-ce que vous proposez pour, en tout cas, pour faire l'équilibre, pour ne pas casser le ceinture marche au niveau de l'environnement. L'énergie, c'est possible. Quand Bruno m'a demandé de participer à cela, j'étais inquiet. Je lui ai dit que le Niger est actuellement à des sanctions de la CEDEAO et où le Nigeria a coupé l'énergie, la fourniture de courant électrique. On a à peu près 12 heures à 14 heures d'électricité par jour. Là, j'arrive à cette conférence parce que il y a le développement de l'énergie solaire à côté que j'utilise en direct là où je suis. Donc, au Niger et dans beaucoup de pays de la sous-région, c'est une opportunité. Et là, nous, au Niger, on veut utiliser cette difficulté qu'on vit actuellement pour la transformer en force pour aller vers cela, pour que, au-delà du changement climatique, que ça nous permette d'être autosuffisants en énergie. Et ça, c'est possible. Dans l'hôpital dans lequel je suis, nous avons qui, quand il y a coupure, tous marchent. On est d'accord qu'on ne produit pas beaucoup de CO2, mais imaginez qu'il y ait encore 10 fois plus d'hôpitaux d'ici 10 ans, que tous ces hôpitaux aient 5 à 7 groupes électrogènes et à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale, à l'échelle du continent, c'est beaucoup. Donc, c'est cette projection, je pense qu'il faut continuer à faire et à expliquer aux gens que c'est important de s'engager dans ce cadre. Nous avons, je pense qu'il y a le professeur Mbo qui a parlé du One Health. C'est une composante importante qui est ancrée dans la politique du système de santé au Niger. Et le One Health, c'est la santé humaine, c'est la santé animale et c'est l'environnement. Cette composante environnementale qui est actuellement négligée parce que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le ministère de la Santé, ils font leur part de travail par rapport à la prise en charge de ces pathologies. Dans le cadre de One Health, il va falloir qu'on investisse dans le cadre de la partie environnementale pour évoluer. Et le dernier problème, c'est le problème des moyens qui ne dépendent pas forcément de nous, qui parlons, nous scientifiques, nous qui faisons les conférences. Ça, il faut vraiment une même mise politique. Parce que vous en avez parlé longuement tout de suite, les collègues qui ont parlé de ça avant moi. Donc vraiment, je pense que les priorités dans notre contexte
Ce sont ces choses-là. Merci beaucoup, docteur. Alors, sans transition, on va donner la parole aux participants qui sont en train de nous suivre ici, mais également en ligne. Si vous avez des contributions que vous voulez faire de façon très succincte, bien sûr, des questions à poser aux panélistes. On a le temps, je pense, pour 1 ou 2 questions sur place. Oui. Alors, on a des mains qui se lèvent de ce côté-là. On va prendre 2 contributions ici et peut-être une en ligne. Merci infiniment. Je m'appelle Mbakesek, je suis de Dakar. Je voudrais remercier le docteur Cheikh Mbaou qui contribue énormément à la conscience des communautés. Il en est de même pour le docteur Ousmane Diaye qui descend très très bas pour parler aux populations. Merci infiniment. J'ai 2 petites contributions. La première, c'est les changements climatiques affectent la santé des populations. En ce sens que si la mer devient plus chaude, si la mer devient plus acide, le stock halieutique baisse. Si nous avons moins de poissons, nous avons moins de protéines. Et moins de protéines entraîne une malnutrition. Et c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Donc, il est important de faire le lien entre les changements climatiques, la hausse des températures et la baisse de nos ressources halieutiques. Le deuxième point, c'est que le Sénégal va vers la production de gaz et de pétrole. Nous allons augmenter notre empreinte carbone. Quelles vont être les mesures d'atténuation pour ces pêcheurs qui vont voir leurs ressources baisser? Le dernier point de mon intervention, c'est que ce matin, nous portons des habits différents, nous buvons des boissons différentes, mais nous respirons la même air. La qualité de l'air affecte tout le monde, du chef de l'État au talibé qui est en pieds nus. Et si cette qualité de l'air est détériorée, nous allons en pâtir. On voit les chefs d'État en train de se moucher, les chefs religieux en train de se moucher. Tout le monde peut être affecté par la qualité de l'air. Donc, il est important que cette notion qui est extrêmement difficile à comprendre, parce qu'avant-hier, nous avons suivi un atelier sur la qualité de l'air, mais qu'il nous fasse comprendre ce que c'était la détérioration de qualité de l'air. Ils sont allés chercher des exemples un peu partout dans le monde. Or, dans la presqu'île du Cap-Vert, là où nous sommes à l'intérieur de la mer pour 90 km. Dakar est une presqu'île depuis Mboro. Mais si nous n'étions pas dans cette presqu'île avec les vents du nord, ça allait être une catastrophe. J'habite dans la baie de Hann avec la première zone industrielle de Dakar, avec la route du port. Mais si vous passez près de la route, c'est plein de déchets que vous respirez. Et ça affecte notre santé. Donc, c'est important qu'il y ait des mesures sur la qualité d'air et qu'on informe les populations sur ce qu'il faudrait faire. Merci pour cette initiative. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une main levée de ce côté-là, juste derrière. Juste derrière. On va noter toutes les questions d'abord avant de donner la parole aux panélistes pour répondre. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Djibril Niang. Donc, je remercie professeur Mbou et mon directeur exécutif, M. Mbakesek, parce que nous sommes dans la même organisation. Je suis aussi acteur de santé. Je voudrais juste aussi demander le lien qu'il y a entre les organisations, le lien qu'il y a avec les communautés. Parce que moi, je ne voudrais pas que les gens aillent jusqu'au soin. Donc, l'aspect préventif, tout ce que vous faites comme recherche, comme activité, quels sont les liens que vous avez avec les communautés pour traduire ça en action? Pour que les gens n'arrivent pas à qui. Donc, même au niveau des hôpitaux également, les gens partent à l'hôpital, mais ressortent avec d'autres pathologies, avec les déchets biomédicaux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment mettre l'accent sur la prévention pour ne pas que les gens arrivent aux soins? Merci. On va prendre une dernière question avant d'aller en ligne. De ce côté-là, puisqu'on avait déjà pris des questions de ce côté. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, Mamoudou Ndong Touré,
Je suis conseiller technique changement climatique au sein de l'ONG Save the Children. Donc, c'est vous remercier pour un peu cette invitation et intervenir sur un projet changement climatique et santé que nous sommes en train de développer au niveau du Fonds vert climat. Donc, il faut le savoir, il y a peut-être 100 milliards de dollars qui sont donc, destinés aux pays africains pour renforcer leur résilience ou bien lutter contre les effets des gaz à effet de serre, réduire les gaz à effet de serre précisément. Or, nous au Sénégal, nous faisons partie des premiers peut-être qui travaillons sur ces questions de changement climatique et santé. Mais ce dont nous avons besoin, et c'est là où peut-être je fais appel aux universitaires, aux chercheurs, ce sont des évidences, des données probantes qui permettront de dire au Fonds vert climat, écoutez, le changement climatique impacte la vie des communautés. Et là, peut-être le docteur Ndiaye est là. Je pense qu'on va travailler avec lui sur ces questions-là. On a déjà l'appui de l'UNICEF, donc pour faire des études de vulnérabilité d'une part, mais aussi des études de faisabilité. Et c'est là où nous avons vraiment besoin de l'appui des universitaires. Merci à vous. Merci beaucoup pour la contribution. On va prendre la question de madame de l'autre côté. Oui, ensuite, je pense si on peut avoir les réponses et on va privilégier les questions en ligne pour la deuxième table. D'accord, on prend juste la dernière question de ce côté-là. Il y avait la question? D'accord, donc on va enchaîner avec les réponses des panélistes. La première question, elle est adressée au docteur Ndiaye, notamment par rapport à quelles sont les mesures d'atténuation qui sont prises pour les personnes qui travaillent sur les ressources halieutiques. Merci beaucoup. Oui, donc je disais que je salue la présence de M. Mbakesek, qui est vraiment un champion sur ces questions-là, surtout sur la baie de Hann, vraiment, parce que ce travail-là, il faut aussi que les êtres humains prennent ça vraiment en charge. Ce n'est pas seulement la théorie, etc., mais ce sont les hommes qui font ça. Il faut une certaine détermination et ce qu'on voit en lui. Donc, la question, c'est que avec cette production de gaz et de pétrole, qu'est-ce qu'on fait sur les pêcheurs? Donc, je passe la question à Cheikh Mbow, les politiciens, pour moi. Scientifique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, il y a un impact, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes et on compte qu'il y aura un RSE qui va se développer par rapport à cela. Ce que je sais, c'est qu'il y a un pool de réflexion dirigé par l'ASMAR qui est en train de travailler sur ces questions-là. Les questions de ressources, les questions de redistribution des ressources et les impacter. C'est tout ce que j'en sais hein, pour le plan politique. Je ne sais pas, cher soutien, c'est davantage que moi. Je passe à votre question ou question par question? Peut-être que, on va juste essayer de donner la parole à M. Mbow, si vous le permettez. Juste rapidement nous dire un peu, par rapport à la question qui a été posée par M. Mbaké, mais aussi par rapport à la découverte de tout ce qui est gaz et pétrole, est-ce que vous ne craignez pas qu'un peu qu'il y ait un recul par rapport à tous les acquis qu'on avait déjà eus sur cette question de changement climatique? Je crois avoir fait mon travail. J'attendais la pause café. Mbaké, je vous salue respectueusement. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est un des symboles de l'engagement citoyen au Sénégal. Merci pour ce que vous faites. Sur la pêche, une question complexe. Il y a plusieurs initiatives comme Fish, comme Deckelgate et des initiatives pareilles qui cherchent à protéger le stock de capital naturel dont la pêche artisanale se base effectivement. Parce que sur les questions de la pêche, on a accusé le climat. Oui, le climat a un impact. Mais la pêche non contrôlée, le vol des poissons dans nos côtes pour la caractériser telle qu'il est, ça c'est une question qu'il faudrait aussi régler en parallèle. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première chose par rapport au gaz et au pétrole, ce n'est pas les surfaces utilisées pour la pêche. Parce que 720 km de côte et toutes les 300 km d'océan, il y a assez d'eau pour faire de la pêche. Le plus important, c'est de savoir comment les risques liés à l'exploitation du gaz et du pétrole entraînent des modifications des écosystèmes, des processus de frayère et de reproduction des poissons. L'atlas que le Centre de suivi écologique a fait pour la ASMAR, c'était de savoir s'il y a par exemple des marées noires
où sont les zones qui sont les plus susceptibles de perdre un peu tout le stock d'eau? Quels sont les endroits qu'il faut conserver en termes d'aire marine protégée? Donc, la planification marine intégrée pour permettre aux sites de pêche d'être préservés pour le bien des communautés. Ça, c'est le côté préservation, prévention des systèmes d'exploitation de pétrole. Mais l'autre côté, c'est comment trouver des alternatives pour la production. Parce qu'il y a un déficit de poissons, effectivement, et de plus en plus l'aquaculture est proposée, même l'aquaculture à l'intérieur de l'océan. Il y a un projet du fonds d'adaptation que nous mettons en œuvre à Dionewar et qui teste avec l'ANA la possibilité d'avoir de petits champs piscicoles à l'intérieur de l'océan pour permettre la reproduction des trucs. Ça va jusqu'à l'ostréoculture et plein d'autres espèces, disons, de pêche que nous avons au Sénégal. Oui, ce sera un problème. Et il y a des problèmes très sérieux qui vont en parallèle. C'est le contrôle de la pêcherie avec les chalutiers et le chalutage en eau profonde et plein d'autres problèmes, disons humains. Mais donc, c'est une question qui demande une réflexion plus approfondie, particulièrement sur le site comme le site de Anne, qui est très pollué, et je vous ai vu à la télé expliquer les enjeux de cela très rapidement. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes chanceux de vous avoir avec nous ce matin. Alors, rapidement, professeur parlait tout à l'heure des personnes qui travaillent dans le domaine de la pêche, mais par rapport aux communautés de façon générale, comme monsieur a posé la question, quel est le lien que vous faites avec ces communautés-là pour traduire les différentes données que nous avons en actions concrètes? Bonjour, merci beaucoup, Mariam, et merci beaucoup pour cette question. Par rapport au lien avec les chercheurs et les communautés, moi, je dirais que nous, par exemple, dans toutes nos recherches, nous priorisons l'approche transdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'approche transdisciplinaire? Ça veut dire qu'on travaille à la fois avec les scientifiques, les non-scientifiques, les communautés et les personnes de la société civile. Nous, on fait beaucoup dans nos recherches d'engagement communautaire. Ça veut dire que dès le début de la conception de nos projets de recherche, et ainsi de suite, on implique les communautés. On fait le design avec eux, on fait l'implémentation de la recherche et dans toutes les étapes de nos recherches, on implique les communautés. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces communautés, ce qu'on fait, les recherches, les données qu'on génère, c'est pour eux, pour qu'elles puissent s'approprier. Également, en plus des communautés, on travaille également avec les décideurs à la base, dès le début de la conception, pour l'appropriation. Et je pense que dans ma présentation également, j'ai insisté sur ça, pour vous dire que le point que vous venez de souligner, c'est très, très important et on doit en tenir compte dans toutes les recherches, dans toutes les actions pour vraiment avoir beaucoup d'impact dans ce que nous sommes en train de faire. Par rapport à la question au commentaire de M. Seck sur la qualité de l'air, la mesure de la qualité de l'air, je pense que c'est une très belle intervention et puis c'est un problème réel pour le Sénégal. Parce que pour le Sénégal, si on regarde actuellement, et je pense que Cher et puis Ousmane peuvent me corriger, on n'a que un seul centre de monitoring à Dakar, c'est ce que moi je connais. Dans les autres régions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de centre où on peut mesurer la qualité de l'air. Et on a maintenant tellement de villes secondaires qui se développent rapidement avec beaucoup de problèmes de qualité de l'air. Même à Dakar, je pense que c'est pas, on n'a pas des monitoring partout. Et ça, c'est un réel problème. C'est vrai que c'est cher, mais il faut nous trouver des alternatives, des approches, des moyens où on pourra avoir des systèmes de monitoring low cost qui sont pas chers, qui nous permettent de mesurer la qualité de l'air et de sensibiliser les populations par rapport aux impacts que ça peut avoir sur leur santé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sorna, pour cette réponse. Alors, nous arrivons malheureusement au terme du temps qui nous avait été donné. Je vais redonner rapidement la parole à chaque panéliste pour un mot de conclusion. On va commencer par Henri cette fois. Juste quelques mots de conclusion en 1 minute rapidement et voir un peu quelles sont les recommandations principales sur lesquelles vous souhaitez terminer cette discussion. Oui, merci beaucoup. Merci Mariam pour la parole. Je pense que j'espère que cette première table ronde aidera à adresser les problématiques clés qu'on va essayer de challenger dans les différents actes de tout à l'heure.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un immense travail qui est fait au niveau mondial sur une analyse des grandes tendances. Je pense que la priorité pour nous tous et toutes, c'est de les raccrocher au local, hein, de manière très concrète, pratique. Pour nous, au niveau d'un centre de santé, pour nous, au niveau d'un hôpital. Parce que parfois, et je le redis, hein, il y a beaucoup de vertige à regarder des grandes tendances mondiales, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté de Nguri? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'infirmier? Qu'est-ce que ça veut dire pour la sage-femme? Quelle action climatique réaliste dans son métier, dans sa réalité, peut être mise en œuvre? Et je pense qu'on apprendra beaucoup par les expérimentations qu'on fera au niveau très concret, très local, d'un hôpital de district, d'un poste de santé, d'une communauté. Et c'est ça qui va nous aider à avoir des expériences qui seront duplicables ou non en fonction des contextes. Mais voilà, donc moi, mon message, ce serait réfléchir ces expérimentations, ne pas être que dans le top-bottom, mais aussi être dans apprendre d'initiatives pragmatiques qui sont en cours sur le terrain. Merci beaucoup, Henri. Donc, apprendre d'initiatives concrètes sur le terrain et essayer de voir comment les répliquer. On va donner la parole au docteur Bras qui est avec nous pour votre mot de conclusion, docteur. En 1 minute rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, madame. Ce que je vais dire, moi, dans le contexte nigérien, c'est de mettre l'accent sur l'information, sur la formation, pour que nous soyons tous sur le même niveau d'information, parce que quand on constate la majorité des hôpitaux au Niger, c'est parce qu'il y a ce manque de formation et d'information qui fait qu'on ne bouge pas. Donc ça, vraiment, moi, j'insiste par rapport à cela. Et s'il y a une seule chose que je dois dire, c'est cela. La deuxième chose, c'est l'engagement du politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour votre brillante participation à cette table ronde. Donc, la volonté politique, mettre l'accent sur l'information, mais également sur la formation. On va écouter le docteur Ousmane Gaye pour son mot de conclusion. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est important l'aspect sensibilisation parce que cette question-là, il faudrait voir comment dans nos curricula intégrer ces questions-là, de le prendre dès le bas âge, que les gens commencent à être initiés sur cela. Et il y a beaucoup de projets qui travaillent sur ça, sur les champs écoles, etc., etc. L'autre chose vraiment qui est importante, vraiment, et qui m'a été demandé dans ce panel, c'est de comprendre que les changements climatiques sont inéluctables. On va les vivre dans les 20 et 30 ans. Il faudrait que dans nos plans et nos programmes, qu'on puisse intégrer cette question de changement climatique-là. Ce qui est sûr que pour le GIEC, il y aura une augmentation de la température, ça c'est sûr. Donc tout ce qu'on fait, on doit intégrer cette donnée-là. Il y aura les phénomènes extrêmes deviendront de plus en plus importants. Donc dans nos dimensionnements, dans nos villes, tout ça, il faut qu'on prenne ça en charge. La troisième chose, c'est l'avancée de la mer, qui est une conséquence du changement climatique. Donc tous les pays qui ont la mer doivent, dans leur construction, dans leur plan de développement, intégrer cette question-là. Et la dernière chose, bien sûr, c'est les questions de l'océan, l'acidification des océans. Ça sont les 4 choses vraiment qui sont claires sur le message du GIEC. Et maintenant, ce qu'on demande, c'est dans les programmes, dans les politiques, dans nos engagements. Surtout l'engagement citoyen, je pense que c'est très important dans ces questions-là qu'on puisse prendre ça en compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mariam. Moi, je vais mettre le point plus sur la recherche et sur la génération d'évidence. Et je pense que Touré vient de le dire tout à l'heure. C'est très important pour convaincre à l'échelle internationale et avoir des financements. Il nous faut des recherches agrégées à l'échelle régionale, à l'échelle des villes, au niveau national, pour pouvoir informer nos politiques, nos plans d'intervention, nos plans d'action de manière générale, et aussi d'avoir des financements qui permettent de mettre en œuvre des actions qui répondent aux besoins des populations. C'est primordial. Moi, vraiment, c'est mes conclusions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sofna. Merci à l'ensemble des panélistes et aussi au public pour son implication. Répondre aux besoins primordiaux des populations, je crois que c'est l'objectif de toutes les différentes actions que nous menons, que ce soit dans le domaine du climat ou dans d'autres domaines. Et nous pouvons retenir à la fin de cette table ronde que malgré les constats, malgré les scénarios qui sont assez préoccupants, l'espoir reste quand même permis parce qu'on a des possibilités d'action, on a des actions que nous pouvons mettre en œuvre pour atténuer,
pour avoir plus de résilience et pour bien sûr répondre aux besoins des populations. Donc, merci à tous pour votre attention et je vous rappelle que les panélistes sont avec nous, je crois, pour encore quelques heures. Vous pouvez les interpeller directement si vous avez des questions. Merci beaucoup.